Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 février 2025, fidèle à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons immédiatement passer à la thématique de la journée, parce qu'il y a une question qui taraude les esprits des Congolais. C'est celle de savoir où va le Congo. Et on a un certain nombre de repères en faisant la relecture un peu de notre passé récent. Donc, on essaye de comprendre et de voir où est-ce que nous allons exactement. Et s'agissant de ce problème, j'ai choisi plusieurs axes. Le premier axe qui nous préoccupe, c'est la violation des lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution, par les gouvernants, par les acteurs politiques et par ricochet par les citoyens congolais. Et pour bien comprendre la situation, il faut que les Congolais sachent qu'au sortir de la conférence nationale en 1991, nous avons dégagé des orientations pour qu'on aille vers une constitution consensuelle. Et c'est ce qui s'est fait. Nous avons adopté la constitution du 15 mars 1992. Le président Pascal Lissouba a été démocratiquement élu par rapport à cette constitution. Et il est bon d'insister sur le fait que l'élection de Pascal Lissouba n'a souffert d'aucune contestation. Et c'est la seule élection qui, jusqu'à présent, par beaucoup d'analystes et observateurs politiques, est considérée comme la seule élection libre, démocratique, transparente et crédible qui a été organisée dans notre pays. Finalement, je ne reviendrai pas sur un certain nombre d'événements au cours de cette période, mais nous avons connu la guerre dite du 5 juin 1997 et nous sommes arrivés pratiquement à l'abrogation de la Constitution. Nous sommes arrivés à l'abrogation de la Constitution de 1992. Nous avons adopté un acte fondamental et cet acte fondamental prévoyait une transition de 3 ans, mais elle a finalement duré 5 ans. Et finalement, pendant cette période de transition, nous avons on a organisé des élections générales qui ont permis la mise en place des institutions qui devaient régir le pays. Et c'est là où la chose commence à être intéressante. Parce que dès l'entrée en fonction de cette constitution, elle est violée. Beaucoup me diront, elle est violée comment? Mais elle est violée parce que dans la constitution du 20 janvier 2002, il y a un article 48 qui disait clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Et il était ajouté que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance des fonctions selon les dispositions de la loi. Et donc, il est difficile de comprendre que dès l'entrée de cette constitution, elle est violée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'Assemblée a été installée, les membres du bureau de l'Assemblée, les responsables de l'Assemblée n'ont pas déclaré leur patrimoine. Lorsque le Sénat a été installé, le président du Sénat, les membres du bureau du Sénat et les autres responsables du Sénat n'ont pas déclaré leur patrimoine. Et on fait la suite au niveau de la Cour constitutionnelle, encore qu'il n'y avait pas la Cour constitutionnelle à l'époque. C'est la Cour suprême qui agit en tant que Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mais il s'est passé qu'il y avait la peur de la transparence. Il y avait cette volonté déjà manifeste d'enrichissement illicite. Et les choses n'ont pas essayé d'évoluer dans le sens qui était fortement souhaité. Et c'est là où nous revenons et nous alertons, nous attirons l'attention des Congolais sur des choses qu'ils connaissent déjà, sur des citations, des déclarations sur lesquelles nous sommes souvent revenus. La première est de Laurent Gbagbo, qui dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. La conclusion est simple à tirer sur la base de la déclaration du président Laurent Gbagbo. Ça veut dire au Congo, en réalité, que ce soit les gouvernants, que ce soit les acteurs politiques, de tous bords, que ce soit les citoyens, nous ne sommes pas des démocrates.
Aujourd'hui, on va parler de la Constitution. La vie en société, c'est jamais très facile, et ça, c'est pas nouveau. C'est toujours plein de gens qui se disputent pour un oui ou pour un non. Et pour organiser tout ce petit monde, toutes les sociétés ont des normes qui dictent les règles à suivre, définissent les droits et les devoirs. Toutes ces normes sont organisées hiérarchiquement, et tout en haut, la norme suprême, c'est la Constitution. C'est la règle de droit que doivent respecter toutes les autres normes au sein d'une nation. Ni une loi, ni un décret, ni quoi que ce soit ne peut venir contredire la Constitution. En écrivant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a redéfini la norme suprême en l'appelant Constitution et en la définissant comme ça. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Dans cette simple phrase, il y a toute l'essence de la Constitution. La garantie des droits et la séparation des pouvoirs, législatifs, judiciaires et exécutifs. À chaque fois qu'on change de constitution, on change de régime, donc de façon d'organiser l'État. Et cette déclaration de Laurent Gbagbo a été confortée par la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso lors d'un meeting en novembre 1992, lorsqu'il a déclaré clairement « Jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée ». Et il ajoute « Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter ». Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais si la Constitution est violée et que les Congolais sont silencieux, ça veut en fait dire qu'il n'y a pas de Congolais démocrates. Et cette conclusion, il faut que nous l'ayons en tête, parce que ça nous permet après de comprendre le type d'organisation des élections que nous avons. Ça doit nous permettre d'avoir en tête et de bien intérioriser le fait que le Congo n'est pas une démocratie. Et que, assez souvent, beaucoup d'analystes politiques et d'observateurs politiques ont d'ailleurs dit que le Congo était une démocrature, c'est-à-dire on donne le semblant en respectant les délais constitutionnels pour la tenue des élections, sans tenir compte des conditions d'organisation des élections, on se rend bien compte que nous ne sommes pas une démocratie et que nous sommes loin d'être. Mais la conséquence, c'est le lien dialectique entre la démocratie et le développement. Si vous n'êtes pas démocrate, vous ne pouvez pas aspirer au développement. Et ça, c'est l'un des problèmes que les pays comme les nôtres connaissent et sur lesquels, à notre avis, il faut y accorder une attention toute particulière. Le deuxième axe de réflexion que nous avons, c'est celui qui est relatif à ce que je considère que je appelle changement de constitution, sinon de manière plus profonde, refus de l'alternance démocratique au Congo Brazzaville. Cela s'explique par quoi? Cela s'explique par le fait que la constitution du 15 mars 1992 avait adopté, tout comme la constitution du 20 janvier 2002, le principe de la limitation à 2 des mandats présidentiels. Ça veut dire que nous avions accepté le principe de l'alternance démocratique. Et ce principe a été accepté par les gouvernants. Et j'ai pour référence le livre du président Denis Sassou Nguesso à la page 90 dans son livre « Parler vrai pour l'Afrique ». La question lui a été posée de savoir si vous êtes réélu en 2009, est-ce que ce sera votre dernier mandat? Et le président Sassou répond, effectivement, ça sera mon dernier mandat. Parce que la Constitution stipule clairement que le président de la République ne peut pas exercer plus de 2 mandats. Mais d'où vient-il alors qu'il y a eu cette idée de changement de Constitution? Mais c'est à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Lorsque le président Sassou approche, après son élection en 2009, il approche la fin de son 2e mandat,
C'est là qu'il y a l'instrumentalisation, qu'il y a la manipulation d'un certain nombre de populations qui estiment que le peuple exige un troisième mandat pour le président Denis Sassou Nguesso, parce qu'au-delà des plus de 4 millions de Congolais que nous avons, il n'y avait aucun Congolais capable d'assurer la stabilité, d'assurer la paix, d'œuvrer pour le développement au niveau du Congo. Et c'est ça qui a permis qu'on rentre dans cette procédure, dans cette démarche. Et lorsqu'on a choisi d'aller dans cette démarche, les gouvernants eux-mêmes, parmi lesquels le président Denis Sassou Nguesso, ont envoyé des émissaires chez Jean-Louis Debré, qui était le président, qui est ancien président du Conseil constitutionnel en France, pour essayer de voir avec lui comment on pouvait modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Donc, il apparaît tout de suite le refus de la notion de l'alternance démocratique et l'acceptation, l'appropriation de la notion de la conservation du pouvoir, notion que nous gérons jusqu'à présent. Et Jean-Louis Debré va consulter la Constitution du Congo que nous avions, qui d'ailleurs, dans son article 185, disposait et énonçait clairement que la Constitution ne pouvait pas être révisée en ce qui concernait le nombre de mandats. La réponse de Jean-Louis Debré était claire. Cela n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et il ne voyait pas comment cela pouvait se faire autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a changé la Constitution du 20 janvier 2002, on l'a fait en violation de nos lois et règlements de la République, particulièrement de la Constitution du 20 janvier 2002. Mais en plus, et c'est ça qui est plus important, on l'a fait en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine et on l'a fait en violation flagrante de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais la chose la plus curieuse, c'est qu'après on ait procédé au changement de constitution, dans les conditions que vous savez, parce que vous savez qu'une partie importante de la population congolaise s'était opposée à ce changement de constitution, et vous savez que le bilan était très lourd en termes de victimes, en termes de blessés, en termes d'arrestation des jeunes, et cela a été une période extrêmement sombre pour l'histoire de notre pays. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. Finalement, la Constitution a été changée. Mais que constatons-nous? La nouvelle Constitution changée n'a jamais été respectée par les gouvernants, par les acteurs politiques et par ricochet par les Congolais. On peut se poser la question. Y a-t-il une Constitution que les Congolais peuvent respecter? C'est ça qui est fondamental. Est-ce que les Congolais peuvent considérer la Constitution pour un document sacré qui doit être scrupuleusement respecté? Et cette question, elle continue jusqu'aujourd'hui à tarauder les esprits. Pourquoi je dis que la Constitution n'a jamais été respectée? Mais nous allons voir certains aspects apparaître. Mais je signale déjà que ce soit dans la Constitution du 20 janvier 2002, que ce soit dans la Constitution du 25 octobre 2002, les articles 50, parce que l'article 50 dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République, et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Donc, les dispositions de l'article 50, en fait, n'ont jamais été respectées, mais plus grave, la disposition relative à la déclaration du patrimoine, qui est importante, parce qu'il s'agit au-delà de la preuve de transparence, de la nécessité de faire apparaître notre volonté manifeste d'avoir et d'évoluer dans la bonne gouvernance, dans la transparence, dans la bonne gestion des affaires publiques. Et cela n'a jamais été obtenu. Et c'est là où nous en venons avec
la déclaration très forte que nous admirons beaucoup du président guinéen Mamadi Doumbouya lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'il déclare que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, que les putschistes les plus nombreux qui ne font l'objet d'aucune condamnation, ce sont ceux qui tripatouillent les constitutions dans le seul dessein de demeurer éternellement au pouvoir. Et c'est là où on retrouve le problème de la conservation du pouvoir, qui nous poursuit, qui nous pourchasse et pour lequel nous avons des difficultés à changer de mentalité. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Mais ce qui fait sourire les Congolais, notamment les analystes et les observateurs politiques, c'est que tout en constatant les Congolais, les gouvernants, les acteurs politiques ne respectent pas la Constitution. Mais il y a des voix qui s'élèvent au Congo pour parler de la révision de la Constitution, pour parler d'un poste de vice-président, pour parler de 3 grands blocs de partis politiques. Et lorsqu'on prend avec ironie cette proposition de création d'un poste de vice-président, les Congolais se posent la question. Est-ce qu'il y a mauvaise gouvernance au Congo parce qu'il n'y a pas de vice-président? Est-ce que les Congolais n'ont pas d'électricité parce que la Constitution n'a pas prévu ou ne dispose pas d'un poste de vice-président? Est-ce que l'on tolère les vols, les détournements, la fraude? Est-ce qu'on protège les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers? Et c'est là où on se pose toujours cette question qui talonne les esprits. Où va le Congo? Que veut-on? Où allons-nous? Pourquoi avoir choisi cette voie de l'autodestruction de notre pays? Et à notre avis, ce n'est pas très intéressant. Mais au-delà de ça, toujours par rapport à cette question, nous avons retenu un axe, celui du Congrès, sinon du 5e Congrès ordinaire du Parti congolais du travail, en décembre 2019. Pourquoi nous en parlons? Nous en parlons d'abord parce que ce congrès a été présidé par le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui à l'époque était en même temps
président du Sénat, le président du secrétaire général du Parti congolais du travail. Et au cours de ce congrès, il y a une décision importante qui a été prise, qu'il a su rendre publique en disant que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. En fait, président du Parti congolais du travail. Et ça, c'est très grave, parce que de façon visible, en pleine journée, sous les lumières des journalistes, etc., le Parti congolais du travail annonce qu'il viole la loi fondamentale, la Constitution du 25 octobre 2015, qui stipule très clairement dans l'alinéa 2 de son article 80 que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Comment expliquer que le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, celui qui est majoritaire, et nous savons dans quelles conditions, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, puisse ne pas respecter les lois et règlements de la République? Alors on se pose la question, pour qui sont faites les lois? Pour qui sont faits les règlements? Pour qui est faite la Constitution? Si ceux qui sont chargés de l'appliquer, non seulement en termes d'acteurs politiques, mais en termes de responsables de ce que l'on aurait pu considérer comme contre-pouvoir. Et figurez-vous que dans les 2588 congressistes, il y a évidemment les 26 membres du Parti congolais du travail qui sont membres du gouvernement, dont 22 ont pris part à ce congrès puisqu'ils sont les membres du comité central du Parti congolais du travail. On en déduit que le Parti congolais du travail, à la vue de tout le monde, décide que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est président du Parti congolais du travail. Cela veut dire quoi? Est-ce que c'est le fait qu'on pense qu'au Congo, c'est le droit de la force sur la force du droit? Ou est-ce que c'est le fait qu'on pense que c'est la volonté du parti au pouvoir qui doit s'appliquer? Mais là n'est pas le problème. Un citoyen a eu le courage d'adresser à la Cour constitutionnelle une requête d'inconstitutionnalité s'agissant de l'élection justement qui avait permis la reconduction de M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du Parti congolais du travail. Cette requête a été déclarée recevable par la Cour constitutionnelle, qui l'a examinée, mais qui s'est déclarée incompétente et qui a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice. Depuis 2020, parce que la décision de la Cour constitutionnelle, c'est la décision 005/DCC/SBA/20 du 31 juillet 2020. Donc, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, les plus hautes autorités de notre pays savent que le PCT, Parti congolais du travail au pouvoir, n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République est président du Parti congolais du travail, ce qui n'est pas conforme à la Constitution. Et depuis 2020, absolument rien n'a été fait. La situation n'a pas changé. On n'a pas trouvé de solution. Comme on dit souvent au Congo, allons, continuons ensemble, comme pour dire, cela ne sera pas un problème. Mais c'est véritablement un problème, parce que ça nous donne de l'eau à la question que nous posons. Où va le Congo? Si les principaux, les plus hautes autorités de ce pays ne sont pas en mesure de faire respecter les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution, alors où allons-nous? Où allons-nous? Où va le Congo? Mais au-delà de ça, nous allons passer à l'axe suivant, je crois que c'est le 4e axe. C'est la déclaration du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en mars 2024, lors de la tenue de
d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Il a déclaré clairement que le ver est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. En gros, ça voulait dire que le président Denis Sassou Nguesso venait de faire lui-même le bilan de son action à la tête de ce pays. Nous autres, nous avons interprété ce qu'il a dit en ces termes. Le pays va mal, très mal. Est-ce qu'on peut en sortir? Mais la chose curieuse que nous avons constatée, c'est que malgré ce constat fait par le président de la République, malgré tout ce qui a été dit, rien n'a bougé. Que ce soit au niveau des institutions, au gouvernement, on n'a pas bougé. À l'Assemblée nationale, on n'a pas bougé. Au Sénat, on n'a pas bougé. Dans la société, on n'a pas bougé. Et aujourd'hui, la question que les Congolais se posent, est-ce qu'après ce constat, le ver a effectivement été détruit? Et moi, je peux donner la réponse. Le ver n'a pas été effectivement détruit, puisque le Congo est toujours dans son chemin, comme dirait mon ami Joseph Kinyombi. Il est en ruine. C'est la marche vers la ruine. Et rien n'est fait pour que cela puisse se redresser. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, après que le président de la République se soit posé cette problématique, on est surpris que rien n'a bougé. Et ensemble, marchons, continuons notre marche. Mais la marche vers où? Vers le développement ou vers la ruine? Et je crois que c'est un moment important puisque nous sommes pratiquement à 1 an et 1 mois de la prochaine élection présidentielle. Je crois que c'est le moment où ce genre de déclarations extrêmement fortes en termes de bilan vont réapparaître. Et j'espère que les analyses politiques et probablement les différents candidats à l'élection présidentielle prendront le soin de prendre cela en ligne de compte. Maintenant, l'axe qui vient après, sur lequel nous insistons, qui nous préoccupe ces jours-ci, et vous allez comprendre pourquoi. C'est la situation des accords qui ont été signés entre le Rwanda et le Congo. Et je rappelle pour ceux qui ont oublié qu'en 2021, en 2022, le Congo a signé avec le Rwanda une quinzaine d'accords. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. De terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Parmi ces accords, il y a un accord qui nous préoccupe présentement. C'est l'accord de coopération militaire et technique. Mais il y a un autre accord, c'est l'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. Je cite ces deux parce que ces deux n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification par le Parlement. Mais au-delà de la situation, nous tenons à rappeler, toujours à l'attention des gouvernants, toujours à l'attention des Congolais, toujours à l'attention de l'opinion nationale et internationale, que sur ce problème, les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont très tôt déclaré que non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et je crois que le débat revient avec la situation qui est présentement connue au niveau de la République démocratique du Congo, où ce pays voisin avec lequel nous avons des grands liens historiques et séculaires est agressé par le Rwanda, avec lequel le Congo a signé, y compris un accord militaire.
Je crois qu'il faut relire cet accord militaire, notamment, je crois que c'est Il est 16 heures. dans l'un de ces articles, je crois que c'est l'article 2, où on parle d'échange d'informations et de renseignements. Et je crois qu'il y a un article sur la force majeure, où on évoque qu'en cas de force majeure, comme une situation de guerre, comme présentement, les deux parties doivent se retrouver pour en décider. Et il faut savoir, parce que le Congo court le risque de se retrouver en situation de co-belligérant. Et aujourd'hui, les Congolais ont besoin de paix. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans cette situation. Nous avons constaté qu'à contrario, nos gouvernants ont choisi de soutenir ces accords. Ils ont considéré les débats que nous avons eus comme de la manipulation politicienne, comme de la rwandophobie. Et ils ont évoqué un aspect sur lequel nous allons nous pencher en disant que cela s'était fait conformément à la législation foncière congolaise. Et nous avons heureusement constaté que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que nous venons d'adresser une correspondance à M. le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, avec lequel nous avons eu à un moment donné des échanges, et qui avait eu l'amabilité et la gentillesse de nous envoyer le potin des documents qui nous ont permis effectivement de faire ce travail. Ce que nous avons permis de constater, c'est quoi? D'ailleurs, nous rappelons au Congo que lorsque le point avait été fait à Kigali, il avait été dit clairement qu'il y avait 121 000 hectares qui avaient déjà été destinés pour la culture du ricin dans les départements du Poul, du Niari et de la Bouenza pour la culture du ricin. C'est un poison qui est tellement mortel, mais également tellement accessible que plusieurs experts en sécurité internationale ont craint pendant un moment qu'il devienne le fer de lance d'une nouvelle guerre bactériologique destructrice. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, je vous parle de la ricine, le poison de la ricine. La ricine, à la base, c'est un poison biologique dérivé d'une toxine qu'on retrouve à l'état naturel dans les graines d'un arbuste tropical, le ricin commun, une plante que certains appellent aussi Palma Christi. Mais pourquoi donc? Ben, parce que, par analogie, certains ont vu dans ces feuilles immenses une ressemblance avec la main du Christ. On remonte à l'année 1888. Le microbiologiste allemand Peter Hermann Stillmark expérimente avec les résidus provenant de la fabrication d'huile de ricin, ce qu'on appelle à tort l'huile de castor, ce qui est un super laxatif à l'époque. Au bout du processus, Stillmark obtient une poudre blanche à première vue qui est inoffensive. Mais ce nouveau poison est d'une incroyable toxicité. Pour vous donner une idée, la ricine est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Des tests menés en laboratoire sur des animaux, malheureusement, ont permis de déterminer que ça en prend pas beaucoup pour tuer un humain. En fait, on parle d'une quantité équivalente à ceci, ça, comme ça. Ouais. Vous voyez rien? Rien? Ben, c'est parce que c'est parfaitement normal, parce qu'on parle de seulement 3 mg. Ouais, 3 mg suffisent à tuer toute personne qui en aurait respiré. Ça, pour vous donner des mesures, c'est 0,0006 cuillerées à thé. Puis comme si c'était pas déjà assez terrifiant de même, la ricine peut entrer dans l'organisme d'une potentielle victime non seulement par voie respiratoire, mais aussi par ingestion, voire même injection, comme c'est soluble dans l'eau, bien sûr. Et on s'entend que rendu là, c'est pas un accident. Oh que non. De la ricine, ça s'achète ni au dépanneur ni à la pharmacie du coin. Donc, concrètement, ce poison-là agit sur l'organisme en bloquant la production de protéines au niveau cellulaire. Les cellules meurent et ça provoque chez l'individu toutes sortes de symptômes comme la fièvre, la nausée, les difficultés respiratoires et ça peut même culminer dans la mort. Et c'est justement sur ces accords, sur cette culture de ricin que nous allons nous apaisantir. Pourquoi? Mais parce que face au débat que nous avons eu, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso avait organisé une descente du gouvernement sur le terrain. Et à cette occasion, il a fait relever clairement, s'agissant du ranch de Massangui, qu'il s'agissait en fait d'une autorisation express de 20 ans
qui avait été accordé. Et que sur le terrain, il avait constaté qu'il y avait violation des lois et règlements de la République, notamment le décret 2022-258 et le décret 2021-671, qui n'autorisent pas la sous-location par les bénéficiaires. Et malheureusement, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a lui-même constaté sur le terrain que cet espace avait été sous-loué à un compatriote qui utilisait une cinquantaine de travailleurs. D'où la décision immédiate, puisque nous voulons rétablir l'autorité de l'État, nous voulons respecter les textes. Cette autorisation express, il faut que toutes les dispositions soient prises pour que sa mise à fin. On ne peut pas accepter. Donc, il faut que les dispositions soient prises pour que cette autorisation soit abrogée et qu'il n'y ait plus d'Iveco Congo en ce qui concerne le ranch de Masaki. Maintenant, s'agissant des autres, il s'agissait de 5 autorisations provisoires d'occuper qui ont été principalement accordées à des espaces pour la culture du ricin. Et nous l'avons dit, et nous l'avons répété, nous le répéterons à chaque fois. Nous avons été surpris du choix qui avait été fait pour le Rwanda pour faire la culture du ricin. D'abord parce que le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains. Ensuite parce que le ricin, c'est une culture extrêmement dangereuse pour sa toxicité. Et ensuite, elle appauvrit les sols. Mais non seulement, malgré ça. Mais le bénéficiaire Macéfil n'a pas respecté les engagements qui ont été pris. Et le Premier ministre Koliné-Makosso avait constaté sur le terrain qu'aucune diligence, qu'aucune activité n'avait été entreprise sur ces espaces. Et il nous avait rappelé, il nous avait dit, on observait jusqu'au 8 décembre 2024. Et si aucune diligence n'était acceptée, bien évidemment, il prononcerait la caducité de ces accords, de ces autorisations provisoires d'occuper. Et nous avons été très heureux le 15 janvier, lorsque l'ambassadeur rwandais a été reçu en audience par le Premier ministre, par le président de la République, et qu'au sortir de là, l'ambassadeur rwandais a dit, nous allons commencer sous peu la culture du ricin. On était au 15 janvier. Ça veut tout simplement dire qu'il nous a donné la preuve qu'au 8 décembre 2024, les diligences recommandées n'avaient pas été remplies et que la caducité concernait toutes les 5 autorisations d'occuper de cet espace. Et c'est pour ça que dans la lettre que nous avons adressée à M. le Premier ministre, nous lui avons demandé gentiment de constater comme nous qu'on n'a pas observé les diligences qui avaient été prescrites et de ce fait, il fallait, pour l'autorisation express, mettre fin et pour les autorisations provisoires, prononcer la caducité de ces autorisations provisoires. De sorte que les Congolais peuvent se réjouir, parce que nous nous réjouissions, on se réjouit de ce qu'on soit arrivé à cette situation, mais il nous reste à suivre d'autres situations. Mais, s'agissant de la situation avec la RDC, nous déplorons fortement ce qui arrive à la RDC. Nous ne pouvons pas ne pas condamner cette agression après les nombreuses condamnations que nous avons toujours faites relatives à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, relatives à ces massacres qui sont perpétrés. Et car il s'agit bien, bel et bien, d'une agression aujourd'hui reconnue par la communauté internationale. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Et nous apportons notre soutien au peuple de la République démocratique du Congo. Et nous osons espérer que le peuple de la République démocratique du Congo va apporter la réponse voulue pour qu'il puisse retrouver son intégrité territoriale, pour qu'il puisse recouvrer sa souveraineté. Et nous sommes préoccupés par les nombreuses voix des citoyens de la RDC qui interpellent les Congolais
Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème entre les peuples tant du Congo-Brazzaville que de la RDC. Et nous sommes solidaires des souffrances qui sont les leurs. Et nous allons continuer à les soutenir. Ambassade ya Brazza Congo. Congo chat tozobuka yango. Ambassade ya Brazza Congo Brazza tozobuka yango. Nous attirons l'attention des gouvernants congolais pour leur dire il faut qu'on évite au Congo la situation de co-belligérance dans cette situation. J'espère que l'interprétation de l'accord militaire ne fait pas que le Congo soit obligé, parce que sinon, nous, Congolais, nous désapprouverons et nous ne serons pas en harmonie avec nos gouvernants, parce que nous avons toujours proclamé haut et fort que nous n'étions pas en harmonie et d'accord avec la signature de ces accords, et que nous rappelons que pour nous, il s'agit de l'annulation pure et simple de ces accords. Maintenant, après cela, je passe à un axe suivant qui va nous faire réfléchir en tant que Congolais. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de nouvelles révélations de Laurent Sokoko, ce citoyen angolais qui a déjà fait des révélations troublantes en ce qui concerne notre pays. Je vous rappellerai que Laurent Sokoko a déjà révélé qu'il avait un complot international qui était mené contre nous, contre notre pays, et que ce complot visait l'assassinat du président de la République, ce qui plongerait le Congo dans une situation d'instabilité, dans une situation de perte de paix et dans des situations extrêmement confuses. Mais nous n'avons toujours pas compris. Pourquoi, alors que Laurent Sokoko s'était déclaré disponible pour apporter son témoignage ou ses témoignages pour que la lumière soit faite sur cette affaire, que nous jugeons extrêmement grave? Comment peut-on comprendre le silence des gouvernants sur cette affaire? Comment peut-on comprendre le silence des acteurs politiques? Comment peut-on comprendre le silence des gouvernants? Que les Congolais se rappellent de ce qu'a été le drame pour nous, la journée du 18 mars 1977, à l'annonce de la mort du président Marien Ngouabi. Et nous ne voulons plus revivre cet épisode. Congolais et Congolaises, il y a État Mibali, il y a République du Congo-Brazzaville, République du Congo démocratique. Vous êtes en danger. Moi, dans ma qualité de membre du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple Sirac. Naye auprès ya bino pona ko dénoncer makambo oyo ezoleka entre les deux pays tolamuka po tobatela mabele na biso ya zingankufu. Na moment oyo naza koloba na bino ba secret ouest ya Congo démocratique à partir de Brazzaville. Le fils de Denis Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale du Congo-Brazzaville, Kiki Nguesso, c'est un élément très dangereux. Naïbisi nous na émission ebele associé à Kingaï, Pato Boumatata naïe. Naïbisa qui nous peut na continuer à commettre plusieurs fois. Tango a échoué à Kenene Papa Rwandais pour signer accord Naba Rwandais. A signé accord Naba Rwandais, ne ba Rwandais loyo babandi ko bakiti na Congo Brazzaville. Pourquoi na lobby ouest ya République démocratique du Congo? Na moment oyo naza koyebisa bino eza na province ya Sanga, ville de Ifondo, village ya Kanga Michopo, dans la République du Congo-Brazzaville, au moins déjà 2 bataillons de Rwandais basés dans la forêt, mélangés avec le militaire de M23. Il y a une image comme ici qui
baza ko explorer oro ya Kangami Chopo. C'est faux, archi faux. Na likolo côté ya Maluku, soit disant basombi ba zone économique bazali wana. Ba panzani partout. Ba kamati aéroport à Ouando et comme aéroport privé pour recevoir des mercenaires tutsi rwandais et des mercenaires mélangés avec les militaires et les rebelles, les terroristes et M23. Yango wana nazako senga na bana moka ya Congo Brazzaville bolamuka na yebibino. Je vous connais très bien, vous les Congolais de Brazzaville, vous êtes des guerriers. Sud comme nord, tozala bisonyo so debout. Na pesa ki plusieurs messages. Bon moi na likambo basali bino na budget à 2025. Babimisi bloc Ilianzi contribution zéro. Elingi kolobani bloc Ilianzi ezali na production mais mon yango et comme na Rwanda et pas à Kagame parce que Kagame a soumis ba part ya CNPC auprès ya gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il y a un budget, il y a la République du Congo Brazzaville, au Comora les sous mongo ya bloc Ilianzi. C'est pour cela que mon a budget à exercice 2025 va proclamer le budget, va tirer en résultat zéro pour la recette ya bloc Liance. Ba kamati ba recherche nyonso ba minerai à sous-sol ya République du Congo Brazzaville ba seli nyonso tout na ba Rwandais oyo ezali dirigé na Rwandaise Yvonne Mobilji. Gouvernement congolais démocratique. Message, lettre, carte, nyonso diplomatique au na Congo Brazzaville et que vous allez lire par petite Françoise Jolie, Rwandaise, Tutsi, oya comme patron ya sécurité présidentielle, conseiller spécial, conseiller politique, conseiller diplomatique, il y a président Sassou Nguesso. Courrier diplomatique, union c'est où dans un pays Afrique. Moutabo gérer, on peut répondre d'abord, ils allaient petite et jolie Françoise Rwandaise Tutsi, pion, il y a Kagame. À ce qui concerne RCA, République centrafricaine, va stationner une base militaire. Il y a Rwandais, la côté Kakaya, province ya Sanga, Bazaliwana, na côté ya RCA. Présent à Congo, il y a RCA. À Sominda Bonakikani, à Bali, des gens familles Tutsi, à Botina Ebana, tout le temps, il est à Kigali. C'est-à-dire, l'Ouest et la République démocratique du Congo, ils sont à danger. Pourquoi Bato Bandundu, ça pour finir un message, pourquoi? Parce que Kiki c'est quelqu'un de Bandundu. Province, il y a quelqu'un, il y a Kiki Nguesu. Dans côté maternel, ils allaient province à Bandundu. Agent de sécurité Enzo, patron Aner, c'est quelqu'un de Bandundu. Coalition avec les Rwandais pour faire tomber l'Ouest de la République démocratique du Congo. A commencer par l'Équateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo, tous les alliés en secret. Yamouana, la Sénina Manamoka, moi dans ma qualité à représentant des droits de l'homme en Angola, n'a boutique à dénoncer. Merci beaucoup. Boutique à la Manamu, nous continuer chaque jour pour dénoncer Bango. Na minute Oyo, Bazali na Katia, province ya Sanga, ville du Fondo, et aussi la frontière na Cameroun, na République démocratique du Congo, na RCA. Merci beaucoup. Boti Karamalamu, Pona Mokoloya Lelo. Merci. Donc, au-delà de ces révélations que Laurent Soukoukou avait déjà faites, qui mettent bien sûr en cause un certain nombre
des personnalités politiques du pays, y compris un certain nombre de personnalités appartenant, semble-t-il, tant au pouvoir qu'au parti au pouvoir. Laurent Sokoko vient de faire des nouvelles révélations qui doivent préoccuper les Congolais, qui doivent être prises au sérieux. Et j'ose espérer que nos services de sécurité vont prendre ces révélations au sérieux parce qu'elles concernent la situation de sécurité et de stabilité de notre pays. Elles concernent la situation de sécurité et de stabilité de notre sous-région, à commencer par les pays comme la RDC, notre pays, le Congo, l'Angola et probablement la République centrafricaine et peut-être même le Cameroun et le Gabon. Parmi ces révélations, nous avons relevé un certain nombre de faits que nous avons jugés extrêmement importants. Parmi ces faits importants, le premier fait que nous tenons à relever, c'est lequel? Selon Laurent Sokoko, il y aurait, sous le prétexte de l'exploitation de l'or à la mine de Kangami-Tchopo, dans la Sanga, à la frontière entre la Sanga, entre le Congo et le Cameroun, pratiquement la présence de milliers de militaires, que lui il estime à près de 9000 militaires, dans les forêts. Ce qui voudrait dire que notre pays serait pratiquement occupé. Puisque Laurent Sokoko fait apparaître que la situation d'aujourd'hui, puisqu'il a l'air, et les Congolais de la RDC, et les Congolais de Brazzaville, qu'aujourd'hui, l'ouest de la RDC est l'objet d'un encerclement par des troupes à la fois du Rwanda et du M23, à partir du Congo-Brazzaville. Alors que dans la position qui a toujours été la nôtre, nous avions toujours dit que notre pays ne devait pas servir de base arrière, que notre pays ne devait pas céder nos terres ou nos ressources naturelles au Rwanda pour permettre au Rwanda de continuer la guerre et de continuer à perpétrer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Cette information est extrêmement grave. Elle est extrêmement grave. Ensuite, dans les déclarations qu'il a faites, que j'ai pu relever, il note que cette présence est également constatée à Maluku, au niveau de la zone économique spéciale. Et j'attire l'attention des Congolais sur ce phénomène qu'on a connu il y a quelque temps, soi-disant sur les milliers de Koulouna qui étaient dans le département du Niari et qu'on devait ramener, et où nous avons eu des sons, des voix qui se sont élevées en RDC pour dire qu'en fait, il s'agissait d'une infiltration qui devait permettre aux gens d'aller lancer une rébellion à Luozi dans le Bakou. L'attitude, notre attitude des Congolais, et d'observer des relations de bon voisinage avec la République démocratique du Congo et de sortir de cette situation qui peut nous amener à la co-belligérance avec le Rwanda. Nous n'en voulons pas. Et je crois qu'aujourd'hui, après ce que nous avons dit sur les autorisations express et provisoires d'occuper, nous avons des raisons véritables d'être confortés dans la position de l'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda, parce que nous voulons de la paix et les Congolais veulent de la paix. Les Congolais qui connaissent déjà la misère et la souffrance due à la mauvaise gouvernance ne souhaitent nullement vivre cette paix. C'est pour ça que sur ce point, nous attirons l'attention des gouvernants sur le fait qu'ils ne peuvent pas continuer à rester silencieux, sur les révélations de Laurent Sokoko, qui font clairement apparaître qu'il y a un péril en la demeure, qu'il y a un danger qui plane sur la tête des Congolais et que nous ne souhaitons pas être surpris. D'autant que dans ce qu'il développe, je crois qu'il ne sait pas s'il ne s'est pas trompé, parce qu'il dit que l'aéroport de Wando est utilisé pour faire venir des mercenaires, pour faire venir les éléments du M23. Je me demande s'il ne s'est pas trompé entre Olombo et Wando. Bref, je ne suis qu'un homme politique, mais j'attire l'attention des services de sécurité, qu'ils ont la matière véritablement au travail, et que la préoccupation des Congolais, c'est de préserver et de consolider la paix et de faire en sorte que les accords avec le Rwanda ne nous entraînent pas dans une situation
et nous n'oublions pas ce défi. Et je tiens à remercier Laurent Sokoko pour cette attention qu'il a toujours eue pour alerter les Congolais. Et j'ose espérer que nous ne tomberons pas dans la situation de ne pas les prendre en considération, parce qu'il s'agit bel et bien de la sécurité des Congolais. Maintenant, le point qui vient après, celui-là, sur lequel je vais essayer de me référer à quelques notes que j'ai prises, c'est un point qui intéresse les Congolais. C'est la correspondance qui est venue de la FIFA et qui fait apparaître que le Congo la Fédération congolaise de football est suspendue à partir du 5 février 2025 jusqu'à nouvel ordre, etc. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires. Je dirais tout simplement que c'est un choc pour les Congolais et que les Congolais ne le supportent pas. Les Congolais qui souffrent déjà de la situation que nous connaissons, de cette grave crise multidimensionnelle dans laquelle nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Pensent retrouver le réconfort dans les loisirs, dans les sports et dans un sport qu'ils aiment tant comme le football. Et ils sont sous le choc. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, par exemple, je n'ai encore plus rien compris lorsque j'ai suivi quelques éléments qui ont été évoqués par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans son point de presse. Mais enfin, j'ai pris quelques notes. C'est pour ça que je vais essayer de me référer aux notes que j'ai prises par rapport à ce que le ministre a dit. Sinon, pour le reste, je dis, les Congolais en sont terriblement dessus. Et on va essayer d'en tirer la conclusion. Ce que j'ai noté comme point fort de la déclaration du ministre chargé de la jeunesse, c'est ceci. Le comité exécutif a conduit au rabais le football congolais, qui est gangréné par la corruption, cette corruption dont nous parlons depuis longtemps, et pour laquelle nous rappelons assez souvent que le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde. Et il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus, gangréné par la corruption et par des contre-performances endémiques. Ça, c'est le premier élément que j'ai noté de la part du point de presse du ministre chargé des sports. Le deuxième point, qui est plus intéressant, c'est lorsqu'il dit on dépense de l'argent pour un résultat zéro. Un membre du gouvernement qui reconnaît. Ce n'est pas quelqu'un de ce qu'ils appellent opposition radicale. Un membre du gouvernement qui déclare qu'on dépense de l'argent pour un résultat zéro. C'est le deuxième point que j'ai noté. Le troisième point que j'ai noté, et ça c'est plus grave, depuis 2017 à aujourd'hui, nous n'avons aucun résultat. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun résultat. Le point 4 que j'ai noté, c'est toujours le ministre des Sports qui le dit. Quand on met sur la balance l'argent dépensé, c'est triste pour le pays. C'est triste pour le pays. Et on ne peut pas continuer comme cela. Le cinquième point que j'ai noté, le jugement est totalement négatif depuis plusieurs années. C'est une sanction contre le monde sportif congolais. Et il a dit qu'il va s'efforcer à aller négocier, à aller trouver un compromis avec la FIFA. Il est sûr qu'on aura un compromis, mais il n'ira jamais dans la voie de la compromission. Chers téléspectateurs, notamment les téléspectateurs congolais, ce jugement est celui des membres du gouvernement. Il n'y a pas très longtemps, vous avez suivi le ministre de la coopération internationale chargé du partenariat public-privé intervenir publiquement parlant du manque d'argent en ce qui concernait le PND 2022-2026. Et aujourd'hui, ce que le ministre des Sports nous conforte encore. Mais nous conforte dans la déclaration que le président de la République a faite en mars 2024, à savoir que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le détruire? La déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports nous prouve à suffisance que le gouvernement actuel n'est pas capable de les détruire. Les gouvernants actuels ne sont pas capables de détruire ce verre. C'est là où nous nous posons la question. Où va le coup? Lorsqu'on voit ce qui se passe, lorsqu'on voit un certain nombre
un certain nombre de choses. En fait, à travers la déclaration du ministre des Sports, on aurait cru à la déclaration d'un opposant. Et les membres du Parti congolais du travail et les autres auront dit voilà. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui reconnaissent que le pays va mal, très mal. Tout va mal. On l'a déjà dit. Le sport va mal. Rien ne va dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, je m'adresse aux Congolais. Je dis qu'après tous ces constats, j'ai suivi Dave Mafoula qui a fait le bilan de la gestion du président Denis Sassou Nguesso. Chacun de nous, en se basant sur l'article 25 de la Constitution, est libre d'avoir son opinion. J'ai suivi les réactions. J'ai suivi ce qui s'est passé. Et nous allons revenir là-dessus, avec les cérémonies qui sont faites, hommage aux timoniers, avec les déclarations qui sont faites pour dire qu'il faut continuer. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la conservation du pouvoir, tout en reconnaissant que le bilan est mauvais. Et nous arrivons là. Et la conclusion qui est la mienne, c'est de dire aux Congolais, vous suivez le bilan qui est fait. Il n'est pas fait par l'opposition. Il est fait par les gouvernants. Ça veut dire quoi? Et nous y reviendrons. Ça veut dire que le Congo atteint un niveau où les gouvernants actuels sont incapables d'amener le Congo vers le développement, vers le progrès. Ils ont prouvé leurs limites. Ils ne peuvent absolument plus rien faire. Et je vous suggère de suivre attentivement les déclarations des gouvernants pour que vous vous rendiez compte qu'ils n'ont pas depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas été capables de sortir le Congo de la grave crise multidimensionnelle dans laquelle le Congo est plongé. Mais ensuite, ils nous font comprendre qu'ils n'ont aucune vision sur l'avenir et que lorsqu'on essaie de toucher un secteur, prenez l'éducation, prenez la santé, tout va mal. Nous avons besoin d'une chose, c'est le changement et la rupture. C'est d'aller vers une vision pour laquelle on doit faire la politique, pour laquelle c'est une chose. Maintenant, le point que j'ai choisi d'aborder, c'est le point sur l'avant. Le dernier point que j'ai choisi d'aborder, c'est le point sur la misère et la souffrance des Congolais. Je l'aborde. Je l'aborde parce que j'ai sous mes yeux une note qui a été, une correspondance qui a été rédigée par le directeur de cabinet du nouveau ministre des Finances au directeur général des impôts. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. J'ai juste relevé un aspect et je vais vous traduire. Le besoin immédiat et à court terme des trésoreries de l'État nous oblige d'anticiper sur les mesures de contrôle ciblé et de recouvrement. Depuis tant d'années, Anatole Collinet-Makosso ne cesse de crier que l'État a besoin d'argent, l'État a besoin de ceci. Il nous a même déjà dit qu'on avait mis en place une commission pour renflouer les caisses de l'État prisées par le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard. Et on a déjà eu les débats entre le GUP, le guichet unique de paiement, le compte unique de trésor, etc., pour lequel nous insistons. Et nous avons demandé qu'il y ait un audit par un organisme indépendant de ce guichet unique de paiement, parce que nous sommes persuadés qu'on y découvre. Maintenant, le besoin d'argent, ce qui nous surprend, c'est quoi? C'est toujours la pression sur les impôts. C'est toujours cette pression. Mais lorsqu'il y a cette pression, je me pose la question. Je viens de suivre l'actualité et j'ai vu ce que le nouveau président du Ghana vient de proposer au niveau de son pays. Après les mesures édictées déjà par son prédécesseur, le président Nana Akufo-Addo, sur la réduction du train de vie de l'État. Malgré les mesures édictées par le président Nana Akufo-Addo, le nouveau président vient encore de décider des mesures drastiques de réduction des trains de vie de l'État. Tellement de Ghanais est frappé par une crise sévère. Et parmi ces mesures, par exemple, je prends une décision qui a été prise. Les ministres n'ont plus droit à la classe à faire lors des voyages. Et il y a des restrictions sévères, une réduction en plus de celles qui avaient déjà été amorcées avant, de 30% des salaires des dirigeants et autres.
Mais pourquoi au Congo on ne peut pas parler de la réduction du train de vie de l'État? Pourquoi cette indifférence? Pourquoi cette insensibilité? Pourquoi ce manque d'humanité à l'endroit des Congolais de la part de ces gouvernants? Et j'attire l'attention du nouveau ministre des Finances. Je crois que le ministre des Finances sait, et nous le lui rappelons, que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de corruption est médiocre, 22 sur 100. Le Congo est classé parmi dans le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Comment expliquer que l'on ne peut pas s'attaquer à la corruption pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public? On ne peut même pas évoquer la situation des 6 milliards, du différentiel des 6 milliards, entre les 3 milliards qu'il fallait pour payer les bourses et les 9 milliards exigés par les services. Révélation faite au peuple congolais et à l'opinion nationale et internationale par le président de la République lui-même le 28 novembre 2024. Et nous avons entendu le Premier ministre parler d'enquête administrative. Nous avons entendu Thierry Mungala parler d'enquête administrative. Et les autres cas, Monsieur le ministre des Finances, lors de la passation des services, on ne vous a pas parlé des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. On ne vous a pas parlé des malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. On ne vous a pas parlé des 9 milliards des pensions, des sommes représentant les pensions de novembre et décembre 2016, qui avaient été virées du Trésor à un compte LCB de la CREF, mais ces sommes, dit-on, disparu. On ne vous a pas parlé du FIGA. On ne vous a pas parlé des 160 milliards
du détournement de 160 milliards au niveau du ministère de la Santé et de la population entre 2020 et 2022. Pourquoi ce choix a fait souffrir les Congolais? Et la pression s'exerce sur les impôts. C'est vrai que les impôts doivent faire leur travail, mais la pression ne doit pas s'exercer seulement sur les impôts. Cette pression doit également s'exercer sur les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, qui sont protégés, qui ne sont nullement inquiétés. J'espère que les gouvernements vont pouvoir en prendre conscience. J'apprends, même si les fonctionnaires ont été payés à temps, même si les retraités ont été payés, encore que s'agissant des retraités. Le Premier ministre avait dit qu'on allait franchir l'année 2000, passer de l'année 2024 à l'année 2025 sans arriéré des mois de pension. Mais nous avons 2 mois d'arriéré de pension et les retraités attendent. J'ose espérer que le rythme amorcé pour les bourses ne va plus s'arrêter. Mais j'apprends que beaucoup de travailleurs dans les institutions, gouvernements, etc., n'ont toujours pas leur salaire. Ça veut dire que le besoin d'argent, il est là, il est présent. Pourquoi cette complaisance? Jusqu'à quand cela va durer? Et quand j'entends les gens parler de chercher des adjectifs pour qualifier, etc., c'est pourquoi? Pour faire continuer les Congolais dans la souffrance ou pour donner un coup d'arrêt et dire qu'il faut un changement et qu'il faut que la condition des Congolais s'améliore. Donc, sur ce point, j'attire l'attention du gouvernement, j'attire l'attention du nouveau ministre des Finances pour dire qu'il faut tenir en ligne de compte l'aspect de la souffrance et de la misère des Congolais et qu'on est capable d'en sortir pourvu qu'on ait la volonté et le courage politique d'appliquer un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, il y a bien sûr les mesures qui touchent à la lutte contre la corruption. Il y a les mesures qui touchent sur la réduction du train de vie de l'État. Et il y a d'autres mesures qu'on peut aborder. La douane constitue aujourd'hui un point de préoccupation. Et il faut bien regarder ce qui se passe au niveau des douanes. Il faut qu'ils aient des audits, etc. Donc, c'est ça qui nous amène à avoir la force pour poser la question qui taraude nos esprits. Où va le Congo? Où est-ce que les dirigeants, les gouvernants veulent nous amener? La ruine, ce n'est pas suffisant. Cette misère et cette souffrance, ce n'est pas suffisant. Et vous voulez encore continuer. Et quand j'entends certains slogans, nous allons y revenir, parce que j'ai suivi les déclarations de certains hommes politiques. Bon, il faut que ça s'arrête. Bref, chers téléspectateurs, c'est pour ça que j'ai voulu avoir un échange sur vous, sur ce sujet où je me pose la question, et où beaucoup d'entre nous se posent la question, où va le Congo? Arrêtons avec la démagogie, arrêtons avec le culte de la personnalité. Voyons la réalité en face. Le Congo va mal, très mal. Et le Congo a besoin d'un véritable changement, d'une véritable rupture. Il faut que les choses, que la politique se fasse autrement qu'elle ne se fasse. Mais dans le cas de la conclusion, je dois rappeler que d'entrée de jeu, j'ai tenu à attirer votre attention sur le fait que les Congolais que nous sommes, nous ne respectons pas la Constitution. Nous ne sommes pas des démocrates. Et si nous ne sommes pas des démocrates, ayons conscience que nous ne pouvons pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Le système électoral tel qu'il est mis en place est conçu pour la conservation du pouvoir. Et nous allons y revenir dans les prochaines émissions. Parce que je vous rappelle que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et la loi prévoit des sanctions pour ce cas de figure. J'insiste sur le fait que la Constitution également a retenu que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et l'analyse que je fais, c'est que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et à un moment où on approche l'élection, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Comment il fera? Mais il y a d'autres aspects sur lesquels j'aurais pu revenir. Nous les avons abordés d'entrée de jeu. Qu'attend-on pour faire respecter la Constitution, s'agissant par exemple des aspects qui touchent à l'obligation de déclarer le patrimoine? Un aspect extrêmement important pour la gouvernance et la transparence
la gestion dans la transparence des affaires publiques dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai dit tout simplement, j'interpelle et j'exhorte les gouvernants à travailler pour l'intérêt du pays, à sortir de cette vision qui consiste à ne travailler que pour la conservation du pouvoir. Aujourd'hui, c'est bien de parler de conservation du pouvoir, mais les résultats sont catastrophiques, ils sont chaotiques, ils sont dramatiques. C'est Joseph Kenyumbi Kiambungu qui a dit clairement, on a amené le pays à la ruine. Mais il ne faut pas avoir honte de le constater, de le dire. Mais il faut avoir le courage de dire qu'il faut marquer un arrêt et il faut en sortir. Chers téléspectateurs, la situation du Congo est vraiment préoccupante. Il faut que les Congolais prennent la responsabilité d'assurer le destin de leur pays. Ce destin, le destin de leur pays est entre leurs mains. Nous avons un pays riche. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation? Pourquoi il y a une minorité qui s'accapare de l'essentiel des richesses de notre pays et que la grande majorité croupit dans une misère, dans une souffrance à la fois indescriptible et intolérable? J'ose espérer que les occasions que nous aurons dans le cadre de la marche vers l'élection vont nous faire aborder un certain nombre de choses, d'autant que j'ai entendu des choses. Je vois même beaucoup de membres du Parti congolais du travail faire des banderoles pour dire Denis Sassou Nguesso, président du comité central. Mais vous violez la Constitution et vous mettez aux yeux des gens que vous pouvez, dans l'impunité totale, violer. Non, mais c'est pas possible. Où va le Congo? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour en arriver là? Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je souhaite que nous avons eu un bon thème qui nous a permis d'avoir quelques réflexions. Vous pouvez approfondir ces réflexions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au samedi 22 février prochain, tout en vous souhaitant un bon week-end et en vous remerciant pour votre aimable attention. Merci, à bientôt et à la prochaine.